Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire du partenariat d'apprentissage en autisme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse appliquée du comportement et de ses utilisations au quotidien. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphanie Melançon et je fais partie de l'équipe du partenariat d'apprentissage en autisme. C'est moi qui vais modérer la séance aujourd'hui. Donc, Partenariat d'apprentissage en autisme est une direction du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick, au Canada. Donc, nous sommes responsables de la recherche, du développement et de la diffusion de formations et de ressources bilingues en autisme. Fondées sur des données probantes, les formations et les ressources offertes sont de haute qualité. Elles constituent un véritable soutien pour les familles, le personnel d'intervention préscolaire et le personnel éducatif. Nous sommes également chargés d'établir des partenariats avec des organisations à l'échelle nationale et internationale. Donc, durant ce webinaire d'1 heure, vous en apprendrez davantage sur la science de l'analyse appliquée du comportement ou AAC. On peut aussi utiliser l'acronyme ABA. Donc, on va en apprendre sur cette science-là en contexte d'apprentissage, la façon dont l'AAC s'applique au quotidien, certaines idées fausses couramment véhiculées par rapport aux interventions qui sont fondées sur l'AAC et finalement la façon dont l'AAC peut être utilisée pour créer des occasions d'apprentissage significatives pour les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un TSA et divers autres besoins. Donc, notre présentatrice aujourd'hui, c'est Nathalie Légère. Nathalie est agente pédagogique pour les liaisons externes avec Partenariat d'apprentissage en autisme. Elle est avec nous depuis 2013 au ministère de l'Éducation. Elle détient un baccalauréat en éducation et une maîtrise en éducation spécialisée de l'Université de Moncton ici au Nouveau-Brunswick. Elle se prépare actuellement pour obtenir la certification BCBA de l'Université North Texas aux États-Unis. Avant de se joindre à l'équipe de partenariat d'apprentissage en autisme, Nathalie a travaillé avec les apprenants de tous âges en tant qu'enseignante ressource dans le système scolaire ici au Nouveau-Brunswick. Puis aussi avec des adultes ayant un TSA dans des résidences de soins et plus récemment dans des contextes préscolaires pour former des professionnels en intervention comportementale intensive précoce. Donc, si vous avez des questions durant le webinaire, je vous invite à utiliser l'onglet « Converser » en bas de votre écran et puis on pourra y répondre à la fin de la session. Donc, merci encore de vous joindre à nous cet après-midi. Et puis, sans plus tarder, je cède la parole à Nathalie. Parfait, merci Stéphanie. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire bonjour et surtout de vous remercier de prendre du temps dans vos horaires qui sont sûrement chargés ce temps-ci de l'année pour vous renseigner sur ce qu'est la science de l'analyse appliquée du comportement. Moi, je me suis intéressée à cette science-là alors que j'étais consultante dans les écoles du Nouveau-Brunswick et j'étais à la recherche d'interventions plus efficaces pour m'aider à accompagner les enfants ou les apprenants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Je ne me sentais pas tout à fait outillée pour adresser les complexités qu'on peut retrouver au niveau comportemental. Et avec un peu de recherche, c'est devenu assez clair assez rapidement que la science de l'analyse appliquée du comportement était l'intervention la plus recommandée pour intervenir auprès de cette population-là. Une des choses qui m'a rassurée avec cette intervention-là, c'est qu'elle est fondée sur des données probantes. Elle est appuyée par de nombreuses recherches. Puis ces recherches-là ont vraiment démontré une efficacité au niveau de l'impact qu'elles pouvaient avoir sur les comportements et aussi sur toutes sortes de problématiques autour de comportements qu'on peut retrouver en salle de classe, sur la cour de récré, à la maison, dans la communauté. Donc, je trouvais que les impacts positifs que la recherche soutenait avec cette intervention-là méritaient d'être explorés un peu plus en profondeur. J'aimerais aussi préciser que durant la présentation, on va parler de AAC pour désigner la science de l'analyse appliquée du comportement, mais on est aussi bien au courant que sur le terrain, on utilise souvent l'acronyme ABA, qui veut dire Applied Behavioral Analysis. Donc, ces deux termes-là sont équivalents. Il y en a un qui c'est la terminologie en français, puis l'autre, c'est la terminologie en anglais, tout simplement. Donc, dans la présentation, on utilisera AAC pour désigner cette science. Alors, si vous avez
déjà travaillé ou vous travaillez présentement avec des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, vous avez tout probablement déjà entendu parler de cette science, puisque plusieurs pays la recommandent comme l'approche à utiliser lorsqu'on veut intervenir avec ces enfants-là. Puis, comme j'ai dit tantôt, elle est basée sur des données probantes. Et ce que ça veut dire, c'est que les décisions qui sont prises pour intervenir sont basées sur des données crédibles. Pour qu'une approche ou une intervention soit considérée comme étant basée sur des données probantes, il faut absolument que l'information soit tirée de 3 sources. La première, c'est qu'est-ce que la recherche en dit? Qu'est-ce que les recherches scientifiques qui ont été montées avec rigueur, les données crédibles qui sont tirées de cette banque d'informations-là qu'on peut retrouver en recherche? Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à l'intervention en question? Un deuxième domaine qu'on regarde, c'est qu'est-ce que les experts sur le terrain, les gens qui mettent ça en pratique, qu'est-ce qu'eux disent? Qu'est-ce que leur opinion sur l'intervention en question? Et le troisième domaine qu'on doit absolument considérer, et non la moindre, c'est les besoins, les forces, les défis de l'individu en question ou de sa famille, de son milieu. Donc, on tire nos informations de ces 3 sources-là pour dire qu'une information, une intervention est basée sur des données probantes et la science de l'analyse appliquée du comportement utilise des techniques d'intervention qui sont tous basées sur des données probantes. Donc, ça, c'est intéressant. L'autre fait à souligner, c'est que la science de l'analyse appliquée du comportement, elle n'a pas été inventée, si tu veux, pour adresser la problématique des apprenants ayant un trouble du spectre de l'autisme. En fait, cette science-là, elle dessert plusieurs domaines, puis elle travaille avec toutes sortes de problématiques. En gros, c'est une science qui étudie le comportement, donc on peut l'étudier dans le contexte éducatif avec nos enfants qui ont peut-être des besoins particuliers, mais on peut aussi l'utiliser en criminologie, dans le milieu de travail, dans les sports. Donc, c'est vraiment une science qui s'applique à plusieurs domaines. En éducation, avec les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, il y a plusieurs études qui ont démontré l'impact positif par rapport à des comportements qu'on juge signifiants, comme apprendre à communiquer, comme développer son langage, apprendre des habiletés d'autonomie, savoir comment jouer, savoir comment prendre notre tour, des choses comme ça. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont démontré que l'intervention pouvait servir dans ces contextes-là. Donc, qu'est-ce que c'est cette science-là? Finalement, c'est la science qui étudie comment on apprend. Ça étudie les comportements, comment on les développe, ces comportements-là, et comment les freiner si c'est un comportement problématique. Donc, on va vraiment se centrer sur des comportements pour voir comment on peut avoir un impact positif sur la vie de l'enfant. Et il faut savoir que cette science-là aussi, elle respecte les principes d'apprentissage. On va parler un peu plus loin dans la présentation de ce que c'est, mais en gros, c'est de regarder un comportement et de regarder ce qui se passe avant et ce qui se passe après, parce que les principes de l'apprentissage nous disent qu'il y a des liens entre ces deux événements-là. Ce qui se passe avant, ce qui se passe après, peuvent avoir une influence sur le comportement comme tel. Donc, cette science-là va nous donner les outils pour étudier le comportement dans son ensemble, puis de regarder un petit peu quelles sont les variables qui sont en jeu lorsqu'on veut avoir une influence positive dans la vie de l'enfant par rapport au développement de comportement ou de nouvelles habiletés. Donc, c'est ça. On a mentionné à quelques reprises déjà que c'est une science. Donc, les décisions sont vraiment prises dans un contexte, d'un cadre scientifique. Prendre des données, c'est important. Analyser ces données-là, c'est important pour s'assurer que les décisions qu'on prend sont vraiment basées sur ce qui se passe vraiment et non sur ce qu'on perçoit comme étant le problème. Donc, on va vraiment mettre une emphase sur identifier les comportements cibles, les mesurer, puis prendre des décisions éclairées par rapport à ces informations-là. Donc, on cherche vraiment, on ne veut pas travailler sur n'importe quel comportement. Vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on fait affaire avec un apprenant qui a des défis au niveau du trouble du spectre de l'autisme, il y a tout probablement plusieurs comportements sur lesquels on pourrait se concentrer. Donc, c'est important de vraiment cibler nos interventions, d'être un peu plus précis que ça. Donc, ce qu'on va faire, on va cibler des comportements qui sont significatifs, qui vont avoir un impact positif dans sa vie. C'est très important de cibler des comportements qui ont le plus de chances d'avoir un impact positif dans sa vie, sur le plan social, puis dans son environnement. Donc, disons, on va aussi, lorsqu'on a parlé tantôt de mesurer, on va mesurer des comportements avant, pendant et après
l'intervention pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Si l'intervention est efficace, les données vont nous dire ça. Il peut arriver que nos interventions sont moins efficaces. Et il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, mais écoutez, l'AAC ne fonctionne pas. » Mais au contraire, les données qu'on va recueillir si l'intervention ne fonctionne pas, ces données-là vont être cruciales. Ils vont vraiment nous aider à peut-être orienter notre intervention différemment. Donc, tout données nous donne de l'information. Si notre intervention n'est pas aussi efficace qu'on le souhaiterait, les données vont nous aider à réorienter notre intervention pour tenter d'avoir le plus d'effet possible. Donc, on cherche vraiment à se concentrer sur les domaines qui vont avoir le plus grand impact, comme on a dit tantôt, la communication, le langage, les compétences sociales, l'autonomie, ce qui va permettre, parce qu'on sait que l'autisme, c'est à la base un déficit au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales aussi. Et souvent, on va se concentrer dans ces deux domaines-là pour choisir les comportements qui vont être le plus, qui auront la plus de chances d'avoir un impact positif dans la vie de l'enfant. On sait que la science de l'analyse appliquée du comportement, c'est une pratique gagnante, c'est-à-dire que les interventions qu'on utilise à travers cette science-là, c'est gagnant pour les élèves. Si on prend des données, on mesure les progrès, ces données-là, ils vont aider à orienter nos décisions pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Et on n'a pas besoin d'être expert de cette science-là pour pouvoir appliquer les interventions préconisées par les données probantes. On peut avoir une connaissance générale sur comment la science fonctionne. Je vous donne un exemple. Si un enfant veut apprendre à lire de façon plus autonome, ben on peut peut-être regarder combien de mots qu'il peut lire avant l'intervention. Qu'est-ce qui est son niveau de base? Combien de mots par minute qu'il peut lire? Ensuite, on va intervenir et on va mesurer les progrès après. Donc, on n'a pas besoin d'être expert dans la science de l'analyse du comportement pour comprendre les variables qui sont en jeu, puis pour tenter de les modifier pour bénéficier le plus possible l'enfant. Nos données vont certainement nous aider à nous guider là-dedans. C'est important aussi de savoir que l'analyse appliquée du comportement, ça s'applique à tout le monde. C'est vraiment une science que oui, on utilise pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais ça peut agir sur toutes sortes d'autres problématiques parce qu'on agit finalement sur le comportement et donc ça peut être utile pour plusieurs populations. Pour nous aider à comprendre comment l'analyse appliquée du comportement s'applique aux autres domaines, on va explorer dans les diapos à suivre des exemples de recherches qui démontrent son efficacité dans le monde de l'éducation, dans le monde des affaires, dans le monde des sports, juste pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble sur l'impact que cette science ici peut avoir sur le comportement en général. Cette science ici a environ 60 ans de recherche qui la soutient et donc il y a eu énormément, des milliers en fait de recherches qui ont été publiées à son égard, des recherches qui ont été publiées dans des revues scientifiques qui ont été étudiées par des pairs. Donc, c'est des recherches sur lesquelles on peut se fier lorsqu'on cherche de l'information, à savoir comment intervenir efficacement. Fait que regardons d'abord un exemple tiré du monde de l'éducation. En fait, plusieurs études ont porté dans ce domaine-là pour déterminer l'efficacité, par exemple, d'un programme de lecture ou un programme de gestion de comportement. On peut retrouver plusieurs études de l'AAC dans ces domaines-là. Dans l'étude dont on va prendre d'exemple tout de suite, ça implique des élèves de la 4e année. On a ciblé un comportement au niveau des mathématiques, de faire des calculs mathématiques. On a ciblé des calculs que pour ces enfants-là étaient considérés plus faciles et des calculs qui étaient considérés plus difficiles. Et on voulait voir si le type de conséquences, ce qui arrivait juste après le travail, si le type de conséquences aurait un impact sur le nombre de problèmes de mathématiques que les élèves pourraient compléter. Donc, plus précisément, on voulait savoir si les élèves compléteraient davantage d'exercices, s'il était récompensé pour l'exactitude de la réponse ou s'il était récompensé pour le temps qu'il consacrait à faire ces calculs-là. Les résultats de recherche ont démontré que plus les exercices étaient faciles, plus les apprenants étaient motivés par des récompenses qui étaient données pour l'exactitude de leur réponse. Donc, si on faisait des calculs simples, ils aimaient être récompensés pour le nombre élevé de réponses qu'ils pouvaient calculer. Mais si les calculs étaient plus difficiles pour eux, si c'était de la matière qu'ils venaient juste d'apprendre, que ce n'était pas aussi automatique,
À ce moment-là, ils étaient plus motivés par des récompenses qui soulignaient, si tu veux, le temps et l'effort qu'ils ont mis à faire les calculs. Donc, le lien entre le type de récompense et le niveau de compétence de l'élève, finalement, c'est ce qu'on étudiait et en bout de compte, on a déterminé que les récompenses avaient un effet sur la motivation. Il faudrait la varier selon le niveau de difficulté de la tâche de l'élève. Donc, ça, c'est juste un exemple d'une recherche qui nous aide à choisir les meilleures conséquences, les meilleures conséquences qu'on peut appliquer lorsqu'on fait un travail avec des élèves. Un autre exemple tiré du monde des affaires, parce que dans le monde des affaires, on retrouve aussi énormément d'études produites par la science de l'analyse appliquée du comportement. On va étudier des choses comme le leadership, la sécurité du personnel, la formation du personnel, la gestion du rendement, etc. Dans cet exemple ici, on va regarder un exemple qui touche la sécurité à l'emploi. Donc, on a fait l'étude qu'on va tirer comme exemple, c'est par rapport à des camionneurs qui faisaient beaucoup de livraisons, qui devaient rentrer, sortir de leur camion fréquemment. Et ce qu'on avait remarqué, c'est qu'ils ne bouclaient pas toujours leur ceinture parce qu'ils avaient plusieurs arrêts à faire. Donc, l'organisation à l'étude était préoccupée par la sécurité des camionneurs. Puis, il y a une étude qui a été faite pour voir si on pouvait influencer ce comportement-là, voir si on pouvait augmenter la fréquence qu'on bouclait la ceinture pour, en fait, augmenter la sécurité de ces camionneurs. Le comportement de boucler la ceinture au début, avant l'intervention, parce qu'on a dit que cette science-là mesurait toujours un niveau de base. On cherche toujours à savoir qu'est-ce qui se passe avant même l'intervention pour qu'on ait quelque chose à comparer à la fin de l'intervention pour voir s'il y a eu une amélioration ou non. Dans ce cas ici, 61 à 69 % du temps, les camionneurs bouclaient leur ceinture. Dans l'étude, on a les gens qui ont participé à l'étude, dans leur camion, on a placé un genre de dispositif qui faisait en sorte que si la ceinture n'était pas bouclée, ils ne pouvaient pas accélérer à plus une certaine vitesse avec leur camion. Et donc, c'était frustrant pour eux. Donc, ils bouclaient tout de suite leur ceinture pour pouvoir accélérer et aller plus vite. Donc, l'effet de mettre le dispositif dans leur camion, le fait de mettre ce dispositif-là a eu un effet direct sur le comportement de boucler la ceinture. Une fois que le dispositif a été placé, les gens qui ont participé à l'étude, 100% de ces camionneurs-là ont commencé à boucler leur ceinture en tout temps. Donc, le dispositif a fait en sorte que la donnée de base, 61 à 69%, est passée à 100% du temps après que le dispositif a été installé. Donc, c'est un autre exemple de comment la science peut nous aider à solutionner des problèmes qui sont significatifs, qui sont socialement importants. Ici, parce qu'on touche la sécurité, c'est important. Et c'est ça, du point de vue social, c'est toujours important de s'assurer que nos employés sont en sécurité. Donc, ça, c'était un autre exemple tiré du monde des affaires. Si on regarde maintenant le monde du sport, ici encore, il y a plusieurs études qu'on peut retrouver en lien avec nos athlètes. On peut retrouver dans la littérature scientifique, on peut retrouver des études qui ont été faites sur l'amélioration de la performance, l'alimentation, la prévention des blessures et bien d'autres encore. Dans cet exemple, on a ciblé une manœuvre qu'on faisait dans le sport du football, où on attrapait une balle lorsqu'on était très éloigné, là, et l'étude a regardé, premièrement, on a ciblé quelques athlètes sur l'équipe et on a, avec leur permission, ils ont affiché les résultats de leur performance par rapport à la fréquence qu'ils étaient capables d'attraper cette manœuvre-là, d'attraper la balle avec cette manœuvre-là. Avant l'intervention, les athlètes qui participaient à l'étude avaient un score de réussite de 70 à 80% du temps. Ils réussissaient la manœuvre à cette fréquence-là. Puis ça, c'était avant d'afficher la rétroaction puis les résultats à l'ensemble de l'équipe. Et après qu'ils ont affiché les résultats et ils ont parlé de la rétroaction, ils ont affiché ça au sein de l'équipe au complet, on a vu que la réussite de leur manœuvre a augmenté. Il a passé de 90 à 100% du temps qu'ils réussissaient cette manœuvre-là après l'intervention. Donc, les chercheurs ont conclu que, dans cette étude, afficher publiquement les résultats, la rétroaction avait probablement eu une influence sur la motivation de l'athlète de vraiment améliorer cette manœuvre-là. Et donc, sa performance en bout de ligne a été améliorée aussi.
Fait qu'encore une fois, on cible des comportements qui sont socialement significatifs. Pour les athlètes, les manœuvres qu'ils font, c'est très important. Puis on prend des mesures avant, pendant et après l'intervention pour tenter d'identifier les variables qui ont une influence sur le comportement qu'on a ciblé. Si on regarde maintenant l'AAC dans la vie quotidienne, notre quotidien est rempli d'exemples de comportements qui se maintiennent en raison d'une conséquence favorable suite à un comportement. Ces conséquences favorables-là vont faire en sorte que le comportement va tout probablement se maintenir. Fait que l'AAC s'applique aussi à l'enfant qui, si on pense à l'enfant qui dit ses premiers mots, qui fait ses premiers pas, qui apprend à utiliser la toilette pour la première fois, on sait que ces moments-là, en petite enfance, c'est des moments qui sont célébrés. Donc, pour l'enfant, tout d'un coup, de recevoir beaucoup d'attention pour ces acquis-là, ces comportements-là qui sont en émergence, si pour eux, c'est une attention qu'ils aiment avoir, bien, c'est sûr que le comportement risque de se reproduire. Et souvent, c'est le cas. Hein? On célèbre ces moments-là avec des câlins, des éloges, puis parfois aussi des petits cadeaux tangibles qu'on va ajouter pour souligner le fait qu'il a réussi un comportement qui était important dans sa vie. Donc, l'attention peut servir de faire en sorte que le comportement va se maintenir dans le temps et puis qu'il va se répéter avec le temps. Donc, parce qu'un renforcement augmente le comportement, on a intérêt à regarder à cette variable-là. À qu'est-ce qui se passe juste après le comportement pour voir si c'est amélioré, c'est considéré un renforçateur. Ça va le maintenir dans le temps. Si ce qui arrive juste après, c'est pas plaisant, c'est pas favorable, bien, probablement que le comportement va soit s'éteindre tranquillement ou il va pas se répéter. Donc, il faut vraiment regarder les variables, qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui arrive après, pour tenter de comprendre un peu mieux le comportement qu'on a ciblé. Donc, ça, c'est quelques exemples par rapport à la vie quotidienne. Il y en a évidemment bien d'autres. Donc, avant d'aller plus loin, on va peut-être prendre un petit moment, puis on va regarder ce qu'on a vu jusqu'à date. Donc, les principes qui sous-tendent l'analyse appliquée du comportement, ils s'appliquent à qui? Numéro 1, à des individus ayant un trouble du spectre de l'autisme ou autres besoins particuliers. Numéro 2, à les individus qui pratiquent des sports. Ou numéro 3, à tous les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous avez sélectionné tous les gens, vous avez tout à fait raison. Parfois, les gens pensent que l'analyse appliquée du comportement, parce qu'on en a juste entendu parler, si on est dans un milieu éducatif, ça se peut qu'on en a entendu parler avec les enfants qui ont des besoins du trouble du spectre de l'autisme, des besoins particuliers. Et on pense que c'est une approche qui a vraiment été bâtie pour cette population-là. Mais en fait, c'est, comme on a vu tantôt dans tous nos exemples, ça s'applique à tout le monde. Donc, on se réfère à l'AAC comme une science parce qu'elle satisfait à la définition d'une science, c'est-à-dire elle organise systématiquement les connaissances, puis elle nous permet de décrire, de prédire, de démontrer comment certaines variables peuvent produire des changements prévisibles dans le comportement. Il y a en fait, comme j'ai dit tantôt, des milliers de recherches qui portent sur toutes sortes de gens qui ont démontré comment l'AAC peut être utilisé pour enseigner des compétences et accroître le comportement ciblé. On peut aussi l'utiliser pour estomper ou freiner des comportements qui seraient peut-être considérés plus problématiques. Donc, il faut vraiment porter attention sur le comportement cible, cibler des choses qui ont vraiment un impact dans la vie de l'enfant, de sa famille, de son milieu, pour tenter de l'aider, de l'habiliter à fonctionner plus positivement là, dans son environnement. Fait que l'AAC nous permet de comprendre vraiment le comportement, comment il fonctionne, mais surtout comment l'environnement peut aussi avoir un impact sur lui, sur le comportement. On peut se centrer sur n'importe quel comportement parce que tous les comportements sont appris, puis tous les comportements sont influencés par ces variables-là, de ce qui arrive avant, de ce qui arrive après. Et c'est ce qu'on appelle les principes de l'apprentissage. Fait qu'il nous incite vraiment à regarder de plus près, de mettre notre loupe sur ce qui s'est passé avant et après pour tenter de mieux comprendre pourquoi le comportement se manifeste. Il faut aussi observer le comportement en temps et lieu, il faut faire de l'observation directe, puis il faut souvent le répéter il faut souvent l'observer à plusieurs reprises pour vraiment comprendre sous quelles conditions il se produit, puis qu'est-ce qui se passe dans le milieu qui le maintient. Là.
Donc, on parle ici de regarder, lorsqu'on parle de regarder ce qui se passe avant, on parle souvent des antécédents. Qu'est-ce qui se produit avant le comportement? Ça pourrait être, par exemple, demander à un enfant de faire un travail ou de dire à un enfant que c'est le temps de se coucher. Donner des consignes verbales, ça peut être considéré comme l'antécédent. On va aussi regarder qu'est-ce qui s'est passé juste après le comportement, puis on va appeler ça la conséquence. Donc là, on est vraiment en train de regarder qu'est-ce que les principes de l'apprentissage nous disent qu'il faut regarder lorsqu'on veut mieux comprendre un comportement. Fait que dans ces deux cas-là, on va prendre des données. On va souvent les organiser visuellement aussi pour qu'on puisse les partager facilement avec quelqu'un qui ne connaît peut-être pas tous les enjeux de cette science. Donc, on va prendre nos données, on va les mettre dans des graphiques. On va tenter de comprendre l'évolution du comportement à travers les données qu'on a prises, probablement sur plusieurs jours, pour vraiment s'assurer qu'on comprend bien le comportement. Si on regarde des enfants en salle de classe, il y a parfois des comportements qui vont seulement arriver les lundis. Après la fin de semaine, il va y avoir un changement, une réadaptation à l'école, puis il va peut-être avoir plus de comportements ce jour-là. Donc, c'est important de regarder un comportement à travers le temps, de vraiment prendre des données sur parfois quelques semaines pour avoir une meilleure idée sur les variables, les facteurs qui vont l'influencer. Donc, si on regarde, on avait parlé aussi que l'AAC pouvait aussi nous aider à diminuer des comportements problématiques. On peut penser à un enfant qui a des comportements soit il peut frapper un autre enfant, ou il peut crier ou pleurer à tout moment pour tenter d'exprimer sa frustration ou son anxiété ou sa désatisfaction face à peut-être une consigne qu'on lui a donnée. Donc, l'AAC peut aussi aider avec ces comportements-là. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a attirée à cette science-là parce que c'est ça le défi que je vivais dans les salles de classe. Mon bac, ma maîtrise m'avait outillée sur des stratégies, des interventions qui pouvaient être efficaces avec la population d'enfants qui vit des défis particuliers. Mais il y avait certains comportements que je me sentais juste pas outillée. Je n'étais pas certaine dans quelle direction me lancer. Et la science de l'analyse appliquée du comportement m'a vraiment donné les ressources, disons, la méthode à procéder pour tenter d'aider les enfants et les familles avec ces comportements-là. Je vais vous donner un exemple. Disons qu'un enfant est un enfant d'âge préscolaire et dans un bac à sable. Il voit en face de lui un autre enfant du même âge qui a un beau camion jaune. Lui, il veut le camion jaune. Mais cet enfant ici, disons qu'il est non-verbal. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour tenter d'avoir le camion? Il va peut-être pointer puis dire ou il va peut-être prendre une poignée de sable puis le lancer dans les yeux de l'enfant. Hop, tout d'un coup, l'enfant lâche son camion parce qu'il place ses mains sur ses yeux puis il commence à pleurer. L'enfant peut peut-être aller chercher son camion puis être tout content qu'il a finalement reçu ce qu'il voulait. Ça, ce n'est pas un comportement qui est acceptable. Mais lorsqu'on observe le comportement, on observe ce qui se passe avant, c'était l'apparition du camion, ce qui se passe après, j'ai lancé du sable, j'ai eu le camion. C'est que lui, dans sa tête à lui, sa stratégie a fonctionné. Il a eu ce qu'il voulait. Mais nous, comme professionnels, il faut prendre un recul là-dessus, d'observer le comportement dans sa totalité, puis peut-être réaliser que, OK, c'est une question d'arrêter de lancer du sable pour avoir ce qu'on veut. Oui, il faut adresser ça. Mais il faut aussi poser la question, est-ce que l'enfant a les habiletés requises pour savoir quoi faire dans une situation semblable? Est-ce qu'il a les mots pour demander ce qu'il veut? Est-ce qu'il est capable d'attendre son tour? Est-ce qu'il est capable de savoir quoi faire lorsqu'un jouet n'est pas disponible? Donc, cet exemple-là nous démontre qu'il y a peut-être beaucoup d'habiletés qui manquent au répertoire de cet enfant-là. Et l'AAC va aussi nous aider à combler ces retards-là ou enseigner les habiletés qui lui manquent pour qu'il ait plus de succès la prochaine fois, mais d'une façon plus positive qui ne va pas évidemment blesser les autres autour de lui. Donc, la science de l'analyse appliquée du comportement met de l'emphase là-dessus aussi, sur enseigner les habiletés manquantes. C'est très important d'adresser ça lorsqu'on intervient aussi. On peut aussi l'utiliser pour augmenter les habiletés de jeu imaginaire chez les enfants de bas âge. On sait que le jeu constitue une compétence importante, puis que les enfants rateraient probablement plusieurs occasions sur le plan social s'ils n'étaient pas capables d'accéder à cette compétence-là ou à cette habileté-là de jouer de façon imaginaire avec des objets. Là. Donc, l'AAC peut aider à développer ces habiletés-là. Dans une recherche qu'on va prendre à titre d'exemple tout de suite, c'était avec des enfants de 2 ans qui étaient dans un milieu de garde et qui ne savaient pas trop quoi faire lorsque c'était le temps d'aller s'amuser librement dans les différents centres ou à l'extérieur. Ils restaient un peu assis, ils ne savaient pas trop quoi faire, puis ils n'étaient pas
tenter non plus d'interagir avec les adultes ou les enfants, donc ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Alors, cette étude a cherché à structurer l'environnement pour tenter d'aider ces enfants-là à développer cette habileté-là de jouer. Donc, ce qu'on a fait, durant la période de jeu, on a donné 2 choix à l'enfant. On a dit, tu peux soit jouer dans la cuisine ou tu peux jouer, je pense que dans un garage avec des autos et tout ça. Alors, s'ils ne commençaient pas à jouer et on les incitait à rentrer un peu dans ce centre-là, si après 10 secondes, ils n'avaient initié aucun contact avec aucun jouet, à ce moment-là, l'adulte prenait un jouet qui faisait le modelage de quoi faire avec ce jouet-là. Donc, pour le garage, il mettait un peu de gaz, il faisait rouler l'auto en bas des pentes et tout ça. Puis, on offrait aussi un jouet à l'enfant pour voir s'ils allaient imiter l'action de l'adulte. Dans ce cas ici, on a vu qu'avant l'intervention, en moyenne, les enfants faisaient environ 1 action par minute avec un jouet. Et après l'intervention, les enfants avaient rattrapé leur père. Donc, simplement en montrant à l'enfant quoi faire avec les jouets, avec les articles qui étaient dans la cuisine ou les autos qui étaient dans le garage, tout simplement leur montrer quoi faire avec ces objets-là, c'était assez dans ce cas ici pour que les enfants commencent à reproduire ces actions-là lorsqu'ils étaient en fonction dans leur aire de jeu à ce moment-là. On a beaucoup parlé de comportement. J'aimerais justement ouvrir une petite parenthèse pour expliquer que les comportements, finalement, c'est toute action qu'on fait dans notre quotidien. Donc, ça peut être des actions plus physiques, comme apprendre à lire, à marcher, à parler, à jouer avec les autos d'un garage. Mais ça peut aussi être des choses plus subtiles, comme réfléchir, rêver, ressentir des émotions. Donc, l'AAC est capable de se concentrer sur tous ces comportements-là, puis de développer des stratégies pour amener les enfants à acquérir ces habiletés-là pour qu'ils aient plus de succès dans leur environnement naturel. Alors, on va prendre un autre petit moment pour vérifier les connaissances. Donc, l'AAC, c'est la science de quoi ou du quoi? De l'apprentissage, du développement du cerveau ou de l'intervention auprès des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. En fait, c'est la science qui étudie l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, le comportement, l'apprentissage d'habileté et tout le reste. Donc, afin d'être considérée comme une intervention basée sur l'analyse appliquée du comportement, elle doit vraiment inclure une évaluation, des objectifs significatifs. On a parlé de l'importance de choisir des objectifs qui sont signifiants pour l'enfant, qui va avoir un impact positif sur sa vie. Et ça implique aussi un suivi des progrès. Il faut savoir, est-ce que notre intervention porte fruit? Est-ce que ça donne les résultats estompés? Donc, c'est important d'avoir ces 3 objectifs-là soient présents dans l'intervention qu'on va faire. Alors, l'analyse appliquée du comportement, il y a un mythe, il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'enseignement par essai distinct. Lorsqu'un enfant est assis avec un adulte à un, puis on lui demande des choses à répétition, les gens disent, ben, c'est ça l'ABA, c'est ça l'AAC. Mais en fait, non, l'AAC, c'est la science. C'est la science qui nous demande d'avoir une rigueur dans la manière qu'on va observer et prendre des données, réfléchir, analyser des données. Et les techniques qu'on va utiliser qui répondent à cette science-là peuvent être utilisées. Alors, toutes les techniques ou les stratégies qu'on voit sous le parapluie, c'est des techniques qui ont été démontrées par la recherche comme ayant un impact positif sur le comportement qu'on cherche à cibler. Donc, on parle ici de façonnement, on peut parler d'enseignement par essai distinct, on peut parler de renforcement positif, etc. Il faut préciser que le choix de la stratégie dépend de quelques petites choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on cherche à enseigner. Donc, je vous donne un exemple. Si on cherche à enseigner une habileté d'autonomie, comme telle que laver les mains, bien, à ce moment-là, enseignement par essai distinct, ce n'est pas la meilleure stratégie à utiliser parce que celui-ci, l'enseignement par essai distinct, c'est vraiment des petites actions qu'on va faire à répétition pour tenter de créer un momentum de réponse. Alors, on ne va pas demander à l'enfant de laver ses mains à plusieurs reprises. Là. On va lui demander de le faire une fois, donc ce n'est peut-être pas la meilleure technique. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut enseigner et ça dépend aussi de l'enfant en question. L'enfant avec qui on travaille, l'apprenant, l'adulte, l'individu, ils ont leurs forces, ils ont leurs défis, ils ont leurs intérêts aussi. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on utilise des techniques auxquelles les autres y répondent positivement.
Donc, on va vraiment regarder le comportement et l'individu, puis on va choisir la technique qui est mieux pour cette personne-là. Alors, les principes d'apprentissage aident à expliquer comment les variables de l'environnement ont une influence sur le comportement. On étudie les relations entre les antécédents, ce qui arrive avant, et les conséquences qui arrivent après pour essayer de déterminer comment ils ont eu une influence sur le comportement. Alors, dans le diagramme qu'on voit, le A représente l'antécédent. Antécédent, on peut aussi penser à toutes sortes de choses qu'on fait en prévention, des choses qu'on fait pour essayer de mettre toutes les chances du côté de l'enfant. Mais ça peut aussi être, comme j'ai dit tantôt, des consignes, des demandes qu'on fait à l'enfant. C'est tout considéré comme des antécédents parce qu'ils arrivent juste avant le comportement. Le C représente le comportement comme tel et c'est ce qu'on veut mesurer. Et on va regarder aussi la conséquence, ce qui va arriver juste après. Et si une mère demande à une fille, par exemple, que c'est le temps de se coucher, il faut éteindre la télévision. Donc, éteindre la télévision, c'est le comportement. L'antécédent, c'était la consigne, c'est le temps du dodo. Et si l'enfant éteint la télévision telle que demandé la maman peut peut-être aller voir l'enfant puis lui donner des câlins, lui dire merci, tout ça. Si ça, c'est renforçant pour l'enfant risque d'éteindre la télévision la prochaine fois lorsqu'elle est demandée la première fois. Donc, il y a vraiment deux manières d'appliquer l'AAC dans l'apprentissage. On peut le faire en contrôlant le A, l'antécédent, ou on peut le faire en contrôlant le C, la conséquence, ou on peut faire une combinaison des deux. Donc, organiser l'environnement pour favoriser les apprentissages, c'est vraiment de faire une forme de prévention. Parfois, c'est ce que ça veut dire. Alors, je vous donne un exemple. Disons qu'on veut motiver un enfant a besoin de travailler sur sa vitesse de lecture. Bon, bien, ça se peut que, pour contrôler l'antécédent, ça se peut que je vais arriver avec un choix de livres. Un choix de livres où je suis pas mal certaine qu'il va trouver des livres là-dedans qu'il aime. Soit que c'est basé sur des émissions qu'il regarde ou soit que ça touche un sujet que je sais déjà qu'il tient à cœur. Donc, simplement le fait de lui offrir des choix de lecture puis de lui offrir parmi ces choix-là des choses qui l'intéressent, ça va peut-être déjà stimuler son intérêt puis l'engager au niveau de la tâche du comportement qui est la lecture. Une fois que la lecture est faite, à ce moment-là, on peut s'assurer aussi que les conséquences qui se passent après le comportement sont aussi organisées de sorte que l'enfant sera encouragé la prochaine fois à continuer sa lecture. Donc, on peut regarder les intérêts des enfants pour nous aider à modifier ces deux variables-là. On peut regarder aussi qu'est-ce que l'expérience antérieure nous a dit par rapport à qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le garde engagé. Mais on peut certainement agir sur ces deux variables-là pour tenter de modifier le comportement en question. Donc, les conséquences renforçantes, il faut savoir qu'ils vont augmenter ou maintenir un comportement. En fait, c'est la principale stratégie qu'on utilise lorsqu'on veut enseigner des nouveaux comportements ou des nouvelles habiletés. Renforcer le comportement accélère le processus d'apprentissage. Si l'enfant a beaucoup aimé la conséquence, il sera probablement porté à répéter le comportement et donc à apprendre plus rapidement en bout de ligne parce qu'il y a eu plus d'occasions de pratiquer, parce qu'il était plus motivé à le faire. La conséquence l'avait comme motivé à essayer à répétition. Donc, par exemple, un exemple qu'on utilise, on a dit que l'AAC s'appliquait avec tout le monde. Moi, je l'ai beaucoup utilisé avec mes enfants. Je l'utilise encore aujourd'hui. Un exemple, c'est la lecture. Les enfants aimaient beaucoup ça, que je leur lise des histoires, mais ils n'aimaient pas beaucoup ça lorsque je disais, OK, c'est le temps de se préparer pour l'heure du dodo. Le brossage de dents, pyjama, ça traînait, ça prenait son temps, etc. Donc, une journée, j'ai sorti un paquet de livres avant même de dire « préparez-vous au dodo ». J'ai sorti des livres, je les ai étalés sur les lits, puis ma fille est rentrée dans sa chambre, elle dit « Qu'est-ce que tu fais, maman? » Je dis « Ben écoute, regarde tous les nouveaux livres que je viens de sortir de la bibliothèque. » Elle dit « Ah, j'aimerais lire lui et lui. » Je dis « Parfait, regarde, va brosser tes dents, mets tes pyjamas, fais ça vite, puis on aura peut-être le temps de tout les lire. » Donc, vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas eu de délai. À ce moment-là, tout de suite, elle s'est préparée à son dodo en faisant sa routine pas mal plus vite qu'à l'habitude parce que la conséquence, c'était qu'on allait lire plus de livres ensemble. Donc, ça, c'est un exemple où j'ai utilisé un peu le A et j'ai utilisé un peu le C. Donc, avant même la consigne, j'ai présenté un paquet de livres, puis après la consigne, on a eu accès à plus de livres de lecture que d'habitude parce qu'on s'était préparé plus vite. Donc, les conséquences renforçantes sont là pour motiver l'enfant, pour le garder engagé, puis évidemment pour apprendre des nouvelles habiletés ou des nouveaux comportements. Il faut préciser que le renforcement varie
du jour au jour. C'est-à-dire, ce qui est renforçant en ce moment ici, ça sera peut-être pas, comment je dirais, ça se modifie avec le temps. Prenons l'exemple d'un café. Il y en a certainement qui boivent le café. Le premier café du jour, là, il est très bon. J'aime son odeur, j'aime son goût. Je suis très motivée par mon premier café. Mais disons que je me rends au travail, j'en prends un deuxième, à la pause, j'en prends un troisième. Disons que j'en prends un petit peu trop, là. Ben, à ce moment-là, quelqu'un qui me présente un café, la motivation ne sera peut-être pas aussi forte qu'elle était avec mon premier café, si c'est rendu mon quatrième. Parce que là, j'ai peut-être plus envie de ça. Donc, un renforçateur, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que le comportement va augmenter. Il faut que la motivation pour cette action-là, cette conséquence-là, il faut qu'elle soit forte. Et donc, manger du chocolat, boire du café, ça se peut que je vais être saturée à un moment donné si j'en prends trop. Et donc, ça va affecter la motivation. Donc, ce n'est pas considéré un renforçateur si je ne suis pas motivée pour l'avoir, puis si ça n'a pas eu un impact sur l'augmentation de mon comportement. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Il y en a qui pensent que le renforcement, c'est comme une récompense. Mais il y a une différence là. Un renforcement, il faut vraiment regarder le comportement. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il s'est maintenu dans le temps? Si oui, la conséquence était renforçante. Contrairement à des récompenses, des chocolats, des cafés, tout ça. Ça peut changer de jour en jour. Ça peut varier. Donc, disons on va donner quelques exemples. Disons que Marc, il fait ses devoirs sans qu'on lui demande. Il arrive de l'école, il sort ses exercices, puis il les travaille. Le parent rentre dans la salle, le papa, disons, puis il dit « Wow, bravo Marc, tu as tout fait tes devoirs. Hey, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dehors lancer la balle ou faire d'autres activités? » Donc, si le fait pour Marc que son père a souligné le fait qu'il avait fait ses devoirs sans qu'on lui demande, puis il le félicite, puis en plus, il s'engage à une activité après pour se changer les idées et tout ça, si ça, c'est renforçant pour Marc, là, ben, ça se peut que le lendemain, il va encore faire ses travaux, ses devoirs sans qu'on lui demande. Prenons Anne maintenant, qui a assigné des tâches à la maison, faire la vaisselle ou faire son lit ou peu importe. Puis les parents lui ont expliqué à Anne que pour chaque tâche que tu vas faire, tu vas recevoir $1. Bon, ben, ça se peut que Anne va commencer à faire des tâches plus régulièrement parce qu'elle, avoir de l'argent en bout de ligne pour s'acheter quelque chose qu'elle veut, c'est peut-être très motivant pour elle. C'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'elle va maintenir ce comportement-là de faire des tâches au niveau de la maison. C'est pareil pour nous. Hein? Plusieurs d'entre nous, on occupe un travail, on travaille à tous les jours et on reçoit un salaire en bout de ligne. J'espère que votre travail vous nourrit autant que mon travail me nourrit, mais c'est sûr que si on vous disait du jour au lendemain, continue ton beau travail, mais sauf qu'il n'y aura plus de salaire. Ben, il y en a plusieurs d'entre nous où on se questionnerait 2 fois avant de rentrer au travail le lendemain. Donc, le salaire agit un peu comme un renforçateur au comportement d'aller travailler. Il nous maintient au travail, il nous maintient au quotidien. J'espère que ce n'est pas le seul renforçateur, mais c'en est un qui a cet impact-là sur notre comportement d'aller travailler. On peut aussi l'utiliser dans un contexte de classe. On a beaucoup parlé d'exemples avec des individus, mais une enseignante en salle de classe peut aussi l'utiliser pour encourager des comportements de bien écouter, de garder le calme lorsqu'il y a des explications, ou disons qu'elle voulait souligner les enfants qui levaient la main avant de prendre la parole. Elle pourrait peut-être avoir un petit contenant dans la classe avec des billes dedans ou des jetons ou peu importe. Puis à chaque fois qu'un enfant lève la main, on pourrait dire « Hey, regarde, Marco vient de nous mériter à la classe, il vient de mériter une bille. » Puis on dépose une bille dans le gros contenant. Puis une fois que le contenant atteint une certaine ligne, la classe a une activité spéciale qu'on va faire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec des groupes aussi. C'est pas juste avec des individus, là. Mais on va toujours regarder le comportement et la conséquence et on va regarder quel effet que la conséquence a eu sur le comportement pour déterminer si c'est en fait un renforçateur. Les objections qu'on peut parfois avoir par rapport à la livraison de conséquences renforçantes, il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas naturel. Comme on vient de voir dans les exemples, si on est dehors, puis il pleut, on ouvre le parapluie, puis il ne mouille plus, il y a des conséquences naturelles à tous les jours dans tout ce qu'on fait. On arrive à un feu de circulation, c'est rouge, ben on arrête notre voiture. Donc, c'est très naturel. En fait, on est juste en train de les souligner là. Les conséquences, parfois, on entend que les conséquences renforçantes diminuent la motivation. En fait, les études démontrent le contraire. Les enfants peuvent être très motivés par une conséquence renforçante. Ça va peut-être l'encourager à continuer son comportement.
On entend aussi que les renforçateurs peuvent être des formes de pots de vin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les renforçateurs sont donnés après un comportement. Les pots de vin sont souvent donnés avant pour tenter de faire du chantage, d'encourager l'enfant à faire un comportement avant même qu'il le fasse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a qui disent que c'est injuste d'offrir des conséquences renforçantes à certains individus puis pas les autres. Mais encore là, chaque individu est différent. Ils ont tous des besoins particuliers. On n'enlèverait pas les lunettes à un enfant qui a besoin pour lire ou on n'enlèverait pas l'ascenseur à un enfant qui a un fauteuil roulant qui a besoin de se rendre au 2e étage. Là. Donc, donner des conséquences renforçantes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis, je pense que c'est pas manquer c'est être équitable, en fait, de le faire. Afin d'être considéré comme une intervention en AAC, celui-ci doit inclure quoi? Un antécédent et une conséquence, une évaluation des objectifs significatifs et un suivi des progrès, ou une conséquence renforçante. Qu'est-ce que vous pensez qui est la bonne réponse? En fait, c'est une évaluation des objectifs significatifs puis un suivi des progrès. C'est parce qu'il y a plusieurs interventions qui vont se concentrer sur les antécédents puis sur la conséquence, puis il peut en avoir aussi qui donnent des conséquences renforçantes. Mais l'AAC, c'est une science, c'est basé sur des principes scientifiques, puis on nous demande vraiment d'évaluer, de mesurer, de choisir des objectifs qui ont un impact positif, puis de faire un suivi des progrès. C'est ce qui différencie l'AAC des autres interventions. Quelques idées fausses de l'AAC. On dit parfois qu'une intervention en AAC se produit uniquement dans une clinique ou dans un contexte d'1 à 1 lorsque c'est isolé. En fait, c'est faux. L'intervention en AAC peuvent et devraient se produire dans des milieux où les apprenants interagissent avec les autres enfants, dans leur milieu naturel. Ça se peut qu'on va prendre des enfants, on va les isoler pour leur donner quelques habiletés, puis ensuite les replonger dans leur milieu naturel. Ça peut arriver, mais on vise toujours à faire notre intervention dans le milieu le plus naturel de l'enfant pour que ces habiletés puissent être généralisées dans son contexte à lui. Là. On dit parfois que l'AAC, c'est une solution rapide. C'est pas une solution rapide parce que, comme on a vu, on a beaucoup de choses à évaluer, on a beaucoup de décisions à prendre, on a des observations parfois sur quelques semaines avant de déterminer qu'est-ce qui était vraiment les variables en jeu. Donc, c'est pas une solution rapide, mais c'est une solution qui va mener à des apprentissages plus durables. Donc, l'analyse appliquée du comportement et l'AAC, il y a une autre fausse idée que ces deux choses-là sont la même chose, que l'AAC et l'ICI, si vous avez déjà entendu parler de ça, que c'est la même chose. Mais en fait, l'ICI, c'est basé sur la science de l'analyse appliquée du comportement, mais c'est pour une population spécifique. En ICI, on parle vraiment des enfants d'âge préscolaire. C'est une intervention intensive qu'on fait en bas âge pour tenter de réduire les écarts comportementaux et les écarts de développement pour que l'enfant puisse commencer avec ses pairs, qu'il puisse commencer l'école puis rattraper beaucoup de ces retards-là ou réduire les écarts, si tu veux. Donc, l'ICI, c'est beaucoup plus intensif. L'AAC, c'est la science sur laquelle l'ICI est basée. L'AAC, ça s'applique avec tout le monde, toutes les populations, dans tous les contextes. L'ICI, c'est vraiment en intervention précoce. Et d'habitude, on parle d'environ, parce que c'est plus intensif, on parle d'habitude de 15 à 20 heures d'intervention. On parle parfois aussi du fait que l'AAC exclut les autres services professionnels. Ça encore, c'est pas vrai. On sait que l'autisme, c'est un trouble très complexe. On parle de la communication qui est affectée, donc les recommandations d'une orthophoniste peuvent être très valides et très pertinentes. On parle aussi de toutes sortes de comportements, parfois des troubles alimentaires, des troubles de sommeil, des troubles digestifs. Alors, on a toute une panoplie de professionnels qui peuvent être inclus dans l'intervention AAC. On cherche à entourer l'enfant avec les spécialistes qui ont besoin pour vraiment adresser la problématique en question. Oups. Donc, les interventions basées sur l'AAC n'excluent pas les autres professionnels. Donc, lequel des énoncés est vrai? L'intervention basée sur l'AAC se produit dans des milieux où les apprenants interagissent avec d'autres enfants. Un programme d'intervention basé sur l'AAC n'inclut pas les services tels que l'orthophonie. L'AAC et l'ICI se réfèrent à la même chose. Je vous donne quelques secondes. Donc, la première, c'est la réponse correcte. Les interventions basées sur l'AAC peuvent et devraient se produire dans les milieux où l'apprenant interagit avec les autres enfants.
J'aimerais parler quelques instants sur l'analyse appliquée du comportement, la certification qu'on appelle BCBA. C'est une certification qui demande d'avoir une maîtrise. Ça demande des heures sur le terrain, ça demande des cours qu'on prend à travers une université. Et pour finalement, si on passe toutes ces épreuves-là, on est certifié, c'est reconnu à l'international, on est certifié comme un analyste comportemental certifié. C'est pas nécessaire d'avoir cette certification-là pour appliquer les principes de l'analyse appliquée du comportement, mais c'est une certification qui est beaucoup recherchée lorsqu'on parle de vouloir avoir un impact positif, puis développer des programmes pour les enfants et tout ça. Là, il faut avoir une meilleure connaissance puis compréhension des principes qui guident cette science-là. Et donc, avoir quelqu'un certifié à la tête du développement d'un programme d'intervention, par exemple, pour un enfant à besoins spéciaux avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est certainement idéal. Donc, il y a certains pays ou certaines provinces qui travaillent très, très fort à augmenter le nombre de personnes certifiées pour s'assurer que la qualité en bout de ligne est vraiment à la hauteur, puis que les enfants, que l'intervention qu'on fait est le plus efficace, puis donne les résultats estompés. L'analyse appliquée du comportement, finalement, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une science qui étudie comment on apprend, puis que ça s'applique à tout le monde. On met l'accent sur l'amélioration significative de comportement qui va avoir le plus grand impact positif sur la vie de l'enfant et donc sur sa qualité de vie et sur la qualité de vie, évidemment, de sa famille et des gens qui l'entourent. C'est une science aussi qui est basée sur des pratiques gagnantes ou des données probantes, comme on l'a vu. Puis, c'est des principes qui peuvent être utilisés afin de développer puis de mettre en œuvre des occasions significatives d'apprentissage. Donc, il y a vraiment beaucoup de résultats positifs qui peuvent être tirés de cette science-là, de l'application de cette science-là.